Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces 20e rencontres économiques d'Aix-en-Provence, des rencontres virtuelles en raison de la crise sanitaire qui se déroule à la Maison de la Radio, que nous remercions de nous accueillir. Et nous allons débattre ce matin d'un sujet qui est tout à fait, je pense, d'actualité, puisque la grande thématique de Aix pour ces 20 ans, c'est agir face au dérèglement du monde, et Dieu sait que les dérèglements du monde sont nombreux. Et donc la question que nous allons essayer de résoudre, ou nous allons essayer de répondre en tout cas à la question qui est: est-ce que l'intelligence artificielle peut être mise au service du progrès? Alors l'intelligence artificielle, on en entend beaucoup parler, on l'a dans notre poche avec notre smartphone, on la voit dans les films hollywoodiens avec Terminator ou iRobot, mais c'est une réalité aussi beaucoup plus prosaïque, c'est une réalité économique aujourd'hui. Elle se nourrit de nos données que nous produisons par milliards de milliards, et elle cherche à répondre, à résoudre un certain nombre de questions qui se posent à l'humanité aujourd'hui, à la fois dans l'industrie, mais également dans la vie quotidienne, dans la consommation. Alors pour en parler, nous avons cinq experts qui vont nous intervenir. Alors d'abord, je vais les présenter. Dominique Roux, qui est professeur à Paris-Dauphine, qui est membre du Cercle des économistes et qui dirige la chaire économie numérique à Dauphine, qui fera une présentation dans quelques instants. Avec nous au studio, nous avons Thibault Langsade, qui est le président directeur général de Jouve, qui est un groupe spécialisé dans l'analyse des données. Justement, je viens d'en parler. Sera normalement avec nous, même s'il n'est pas encore arrivé, Luc Julia, le créateur de Siri. Vous savez, Siri, c'est cette reconnaissance vocale qu'on a dans un certain nombre de smartphones dont je ne ferai pas la publicité. Lui travaille aujourd'hui chez Samsung et il devrait nous rejoindre dans quelques instants à distance. Nous avons également avec nous Madame Yuko Arayama, qui est ancienne membre du conseil scientifique du gouvernement japonais et qui aujourd'hui travaille pour l'Institut de recherche physique Riken et qui sera également à distance. Et enfin, nous avons Jeff Feng. Jeff Feng, qui est donc aujourd'hui avec nous, il travaille pour un groupe chinois qui s'appelle Cloudpeak. Et enfin, Mathieu Courtecuisse, qui est le directeur général de cabinet de conseil en management et en intelligence artificielle, SIA Partner. Alors je rappelle que notamment Luc Julia, quand il sera là, a écrit un livre qui s'appelle L'intelligence artificielle n'existe pas. J'espère qu'il existera dans notre débat pour en parler. Et Mathieu, je crois que vous avez écrit un livre qui s'appelle Le saut cognitif. Vous sortez en août un livre qui s'appelle Réindustrialiser, c'est possible. On en parlera un peu parce que les sujets d'industrie, évidemment, sont aussi au cœur de l'emploi et des inquiétudes de l'avenir sur lesquelles l'intelligence artificielle pourra peut-être agir. Alors pour en parler peut-être et poser le débat, poser la problématique, Dominique Roux, quelles sont les grandes questions aujourd'hui que pose l'intelligence artificielle? Alors, comme d'habitude, en tant que membre du cercle, je dois donner quelques idées générales sur justement le sujet qui est le nôtre aujourd'hui. Et je vais vous prendre quelques minutes pour rappeler des choses qui sont peut-être des évidences pour certains et qui sont peut-être des nouveautés pour d'autres. Mais je pense que compte tenu du public et de notre participation autour de cette table, ce sera quand même des choses connues. Mais enfin, je les rappelle quand même. L'intelligence artificielle, ce n'est pas une simple technologie. En un mot, ce n'est pas un progrès comme les autres. Cette intelligence artificielle conduit à se poser des questions essentielles sur l'avenir et l'évolution des sociétés humaines. Elle représente un ensemble de technologies qui permettent de concevoir et de proposer des solutions assistant, imitant ou remplaçant l'homme dans les mises en œuvre de ses connaissances. Ce n'est plus un mythe, c'est aujourd'hui une réalité. On peut dire que l'intelligence artificielle est la science dont le but est de faire par une machine des tâches que l'homme accomplit en utilisant son intelligence. On peut dire aussi que l'étude des activités pour lesquelles aucune méthode n'est a priori connue. Alors que l'informatique que l'on connaît bien maintenant est de la science du traitement de l'information, l'intelligence artificielle s'intéresse à tous les cas où ce traitement ne peut pas être ramené à une méthode simple, précise, algorithmique, c'est-à-dire une suite d'opérations ordonnées, bien définies, exécutables sur un ordinateur et qui permet d'arriver à la solution en un temps raisonnable, en minutes, en heures et non pas en années. L'intelligence artificielle, en permettant des prédictions à partir de données acquises, va sans doute transformer l'humanité et d'ailleurs son utilisation industrielle a déjà commencé, comme on va le voir, je pense, tout à l'heure.
Elle est omniprésente dans un monde de plus en plus digital et s'applique à tous les secteurs d'activité. Cependant, l'intelligence artificielle est à la fois un concept, bien sûr, mais aussi un sujet de controverse. En schématisant, on peut dire que cette intelligence artificielle repose sur trois piliers. C'est d'abord un domaine de l'informatique qui regroupe plusieurs briques technologiques, dont les algorithmes. C'est une interface qui s'adapte à l'homme, qui permet une communication facile et intuitive avec la machine. C'est enfin une partie des sciences cognitives. Pour 86% des Français, selon un sondage récent de Médiamétrie et Paris-Dauphine, de l'Université Paris-Dauphine, l'intelligence artificielle est un concept connu. Et pour 59% des Français, une source de progrès, même si 49% éprouvent à son égard une certaine inquiétude. Il faut préciser qu'une technologie est neutre, elle n'est ni bonne ni mauvaise en soi, tout dépend de l'usage que l'on en fait. C'est pourquoi, dans ce domaine, il faut rester vigilant. L'intelligence artificielle est à présent au cœur de notre quotidien, mais ce n'est pas une technologie comme les autres. Elle contient, j'allais dire, une philosophie, une vision spécifique de la vie, car elle pose des questions essentielles sur l'avenir des sociétés humaines. Pour cela, il est indispensable, je pense, de respecter quelques principes. Ce progrès doit être toujours contrôlé par des humains, prêts pour faire face aux possibles cyberattaques, transparents, en mesure de protéger les données personnelles qu'il exploite, capable de fournir un service qui ne discrimine aucune personne selon son âge, son genre ou sa couleur de peau. Il doit être audité régulièrement et proche des principes de l'écologie. Parmi les champions de l'intelligence artificielle, je rappelle qu'on trouve d'abord les États-Unis, puisque 40% des startups dans ce domaine mondial sont américaines. La Chine, bien sûr, 11% des startups mondiales. Israël, 10% des startups. À eux trois, ils représentent 60% des entreprises, suivis du Royaume-Uni, du Canada, du Japon. La France est septième dans ce type de classement. Les États-Unis sont largement en tête, comme on le dit, avec 15 000 brevets en 4 ans, 85 000 emplois dans ce domaine, et pour trois raisons qui pourraient nous inspirer: des universités au top, un système économique propice grâce aux GAFA qui tirent les autres, et bien sûr des investissements énormes au-delà du milliard de dollars. L'Europe peut améliorer sa situation avec un plus large financement public. On investit quand même 6 fois moins que les États-Unis, sans oublier la coopération indispensable entre les pays. Quant à la Chine, elle a dévoilé récemment sa feuille de route pour créer une industrie d'une valeur de 150 milliards de dollars dans ce domaine d'ici 2030, c'est-à-dire demain. L'intelligence artificielle a déjà de multiples conséquences. Outre les avantages pour améliorer la prise de décision et les connaissances, elle va aussi avoir des effets sur l'emploi. Selon IBM, au niveau mondial, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et de la robotique, il existe une forte probabilité que 120 millions d'actifs voient leur emploi disparaître au cours des 3 prochaines années, ce qui n'est pas rien. Dans le même temps, des millions d'actifs devront se recycler pour pouvoir se réorienter vers de nouveaux métiers. Des défis complexes se posent aux entreprises pour gérer leurs besoins de main-d'œuvre et mettre en place, bien entendu, de nouvelles formations. Cependant, en parallèle, de nombreux emplois seront aussi créés. Ce sont ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les savoirs, les comportements, et non pas les compétences techniques qui seront les plus recherchées. Par ailleurs, les travailleurs seront bien sûr libérés de tâches répétitives et non stimulantes. Ils devront se concentrer sur des travaux à plus forte valeur ajoutée. C'est important pour la formation des étudiants et des futurs cadres dans les entreprises, ne pas oublier cela, qui demande créativité et résolution des problèmes et qui se traduira par un potentiel de production plus élevé. Demain, et je ne veux pas aller beaucoup plus loin, on ira encore plus en avant avec le défi du deep learning ou l'apprentissage profond, c'est-à-dire une utilisation des machines qui consiste à enseigner à des ordinateurs ce dont les humains sont habituellement capables d'appréhender. En deux mots, on peut dire qu'un nouvel ordre international est en train de se dessiner. Je reprendrai non pas une phrase d'un grand économiste, mais d'un homme important dans le monde, de Vladimir Poutine, qui disait récemment: le pays qui deviendra leader en intelligence artificielle sera le maître du monde. La compétition est donc bien lancée.
Le plan 2017 de la Chine a pour objectif de devenir leader mondial en dépassant les États-Unis. Ils ont quelques firmes importantes qui les soutiennent et qui aident leur programme, Baidu, Alibaba, Tencent, qui collectent des immenses quantités de données dans ce but. Et des recherches dont on parle moins créent une certaine inquiétude sur le plan militaire, avec la fabrication d'armes autonomes comme le robot char d'assaut russe déjà testé en Biélorussie. Donc c'est un monde nouveau qui est en train de se créer. L'intelligence artificielle va être, c'est certain, au cœur de notre quotidien, avec ses avantages et ses limites. Elle apportera bien sûr une augmentation de l'efficacité sous toutes ses formes, mais il faudra en même temps prendre garde d'éviter de minimiser l'humain en créant en quelque sorte un homme diminué. L'intelligence artificielle est néanmoins l'un des moyens d'agir pour répondre au thème de nos rencontres de cette année, qui, je vous rappelle, est agir face au dérèglement du monde. Alors, on a prévu quelques séries de questions, mais je crois que tu peux peut-être les rappeler. Est-ce que c'est une technologie comme les autres ou est-ce que c'est une rupture radicale? Quelle régulation dans ce domaine? Quelle stratégie internationale pour la maîtrise de l'intelligence artificielle? Quel impact sur l'emploi? Quelques idées à débattre et à commenter avec nos grands experts autour de la table ou un peu plus loin, au Japon Ou ailleurs. ou ailleurs. Merci beaucoup, Dominique, pour cette présentation très claire. Donc le débat est posé. Peut-être on va commencer avec Mathieu Courtecuisse par poser la question de l'accélération de ces technologies et de ce rêve solutionniste qu'on évoque beaucoup à propos de ces technologies. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle peut être une solution face à un certain nombre de dérèglements du monde? C'est la question qui est posée. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors le thème de notre session là, donc c'est mettre l'IA au service du progrès. Bon, moi ce que je constate, c'est qu'elle est déjà au service du progrès. Et la question en fait, c'est plutôt quelles sont les conditions pour qu'elle le reste. Moi, j'aimerais bien paraphraser finalement Asimov, qui est un grand auteur de science-fiction, qui disait moi je n'ai pas peur des ordinateurs, j'ai peur qu'on vienne en manquer. Moi, j'ai le même sentiment avec l'IA, c'est que on souffre aujourd'hui d'un manque d'IA et pas d'un trop d'IA. Donc cette conviction profonde que l'IA est au service du progrès, elle est bien là. Alors après, la problématique à laquelle on est confronté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont raconté strictement n'importe quoi. On en parlait juste avant de rentrer en studio. Si on prend l'exemple de la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui, il y a des gens qui sont surpris qu'on ait investi des centaines de milliards dans l'IA et qu'on meurt toujours. Voilà, donc il y a des charlatans qui se sont amusés à raconter que l'IA allait tuer la mort. Bon, malheureusement, j'ai un petit scoop pour vous aujourd'hui. Ça ne sera pas le cas. Et ça risque pas d'être le cas, en tout cas de notre vivant. Donc on sera mort avant que l'IA tue la mort. Donc le fond du sujet, c'est qu'on a raconté un petit peu n'importe quoi. Il y a des mythes de la science-fiction, etc. Et pour autant, en fait, dans la crise sanitaire qu'on a vécue, et on l'évoquait aussi, finalement, qu'a apporté l'IA? Parce que la réalité, c'est que la crise sanitaire telle qu'on l'a vécue, le confinement tel qu'on l'a vécu, il n'aurait pas été possible sans l'IA. Les gouvernements n'auraient pas pu prendre la décision de confiner, de sauver tant de vies sans l'IA. Pourquoi? Parce que on a pu maintenir un certain niveau de résilience de l'économie grâce au télétravail. Dans plein de sites industriels, on n'imagine pas le nombre d'interventions qui ont pu se faire grâce à la réalité augmentée pour aller faire de la maintenance dans des sites improbables. Il y a évidemment le e-commerce. Là, tout le monde a vu qu'il y avait une certaine utilité à avoir une bascule dans le e-commerce. La téléconsultation médicale, on l'évoquait, même s'il y a des limites, évidemment, il y a eu un point de rupture là-dessus. On est passé aussi du jour au lendemain dans une société de paiement sans cash. Et ça, c'est le numérique aussi qui permet de le faire. On a permis de séquencer le virus en quelques jours. Ça, c'était pas possible dans le monde d'avant. Idem pour les drogues discovery. Toutes les études ont été faites très rapidement grâce au numérique. Le contact tracing, qui a été développé dans un certain nombre de pays, notamment avec succès en Asie, n'aurait pas été possible sans l'IA. La mesure même, la façon de recalculer le PIB pour donner des éléments de décision aux décideurs économiques n'aurait pas été possible sans l'utilisation de nouveaux datasets. Même mesurer la réalité du respect du confinement, ça n'aurait pas été possible sans l'IA. Donc, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Il y a eu aussi des choses moins sympathiques comme les cyberattaques. Mais voilà, sans l'IA, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait même il y a 10 ans. Donc, le progrès, il est bien là. Alors,
on a vu aussi qu'il y avait une frustration par rapport à la santé avec l'application de l'IA. Parce qu'évidemment, même Avec s'il Stop s'agit pas... Covid, voilà, le Pas que fameux Stop pour la Covid, France. c'est juste, alors Stop Covid, en France, c'est quelque chose qui est un petit peu mitigé, mais dans d'autres pays, ça a très bien marché. Le problème de fond, c'est que la tech, elle tourne depuis 20 ans autour de la santé et elle n'a pas trouvé finalement la martingale ou n'a pas réussi à craquer le système. Alors que les technos sont prêtes. Il y a plein de choses qui sont possibles en termes d'imagerie médicale, en termes d'automatisation même de la première opinion médicale, finalement rendre le médecin en arrière-plan de la machine qui va analyser, la robotisation aussi de la prise des mesures de paramètres vitaux de santé qui sont faits aujourd'hui par des infirmiers qui pourrait tout à fait être fait par un certain nombre de robots, le cockpit du chirurgien qui a vraiment apporté énormément d'avancées, le calibrage des médications, la simulation in silico des enzymes, des mutants qui peut être fait en quelques heures désormais. Donc c'est très important dans des cas par exemple, d'attaques bioterroristes. Voilà, on a énormément de choses qui sont à disposition. Alors la réalité, c'est qu'il y a des verrous. Il y a des verrous psychologiques, sociologiques, organisationnels, et je pense qu'avec la crise pandémique qu'on vit, ils vont sauter. D'ailleurs, s'il y a une deuxième vague, je pense qu'il y aura des choses sur lesquelles on va capitaliser et ça va vite progresser. Donc, la question, par contre, qui est derrière, c'est pourquoi ça a bloqué. C'est évidemment la résistance des acteurs, mais aussi au fond, parce que ça touche à l'intime, et notamment il y a un sujet de confiance dans la gestion des données. On en parlait sur Stop Covid, par exemple, ça fonctionne peut-être pas parfaitement parce qu'il y a peut-être un petit peu de défiance dans un certain nombre de pays. Donc au fond, on voit bien qu'il y a un sujet de défiance par rapport à ces technologies qui maintenant progressent, dont chacun voit la réalité dans le quotidien. Et donc la question, c'est comment on maintient en fait l'IA au service du progrès. Alors, parce qu'il y a des vrais problèmes quand même qui sont posés. Dominique l'a évoqué, l'impact économique est absolument majeur. Il y a une puissante redistribution des richesses qui est en cours, et ça, on ne peut pas le négliger. La tech, en gros, est passée en 10 ans de 5 à 10% du PIB mondial, et dans les 10 années prochaines, ça sera à 20. Et encore, c'est une approche restrictive de ce qu'est la tech. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas uniquement les fournisseurs de technologies, c'est aussi tous les secteurs, comme les mobilités, les paiements, etc., qui s'en emparent au quotidien. Et donc, la réalité, c'est que finalement, les richesses qui sont transférées, qui sont créées, elles se concentrent sur peu de territoires, sur peu de personnes, et elles créent un certain nombre de fractures. Et en plus, et alors je reviens sur les charlatans, là aussi, Dominique a évoqué une étude d'IBM, moi j'en sais rien, mais le nombre d'emplois qui vont être détruits, parce que la réalité, c'est qu'il y a déjà 5 ans, on disait que c'était un massacre en 2020. Bon, le massacre, on l'a pas vu arriver par l'IA, on l'a vu arriver par la crise sanitaire, certes, mais c'est pas l'IA qui a détruit les emplois. Donc, et on voit en Allemagne aujourd'hui, plus il y a de robots industriels, plus il y a d'emplois industriels. Donc, il y a des charlatans qui aiment agiter les peurs, et donc ça agite sur des faits réels, et ça crée des fractures sociales qui sont importantes, qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut adresser. Alors, évidemment, il y a des fractures sur l'accès aux outils, l'accès à la production de ces technologies. Donc, il faut repenser un certain nombre de programmes de formation. Il faut remettre les mathématiques au centre des compétences qu'il faut développer. D'ailleurs, beaucoup plus les mathématiques que le code, parce que le code, ça change tout le temps, c'est pas très grave. Il faut, par contre, redévelopper une société qui aime la science, qui aime les mathématiques. Et donc ça, c'est un sujet très important. Et il y a plein d'initiatives qui sont en cours. Il y a un sujet d'adoption aussi pour les plus petites entreprises, pour que tout le monde puisse participer à cet effort de transformation. Et d'ailleurs, il y a plein d'acteurs de la tech qui s'en saisissent. Il y a plein d'initiatives qui existent, qui permettent aujourd'hui de le traiter. Le sujet des réglementations, parce qu'une des spécificités de l'IA, c'est qu'elle touche à l'intime au travers de nos données et au travers aussi des décisions qui sont aujourd'hui de plus en plus prises par des algorithmes. Et donc, au fond, il y a un sujet de réglementaire, et la décennie qui s'ouvre, elle va être très, très, très pilotée par la réglementation dans le domaine. Alors, je ne vais pas tous les lister, mais enfin, j'en ai quand même un certain nombre. Il y a évidemment comment on collecte la donnée, comment on la stocke, comment on gère les attributs de propriété, comment on partage la richesse qui est créée au travers de la monétisation de ces données, la traçabilité du stockage des données, l'explicabilité des algorithmes. Donc, tout ça sont des sujets qui sont sous la main des régulateurs. Et puis, en plus, il y a des sujets plus obscurs comme les trafics humains, les contrefaçons, la gestion des droits d'auteur. Enfin, il y a un problème d'accès aussi des États à ces mines d'informations.
Donc voilà, on va être face à un agenda réglementaire très fourni sur le monde de l'IA, et d'autant plus qu'on est dans une logique de compétition mondiale. Dominique le rappelait, donc aujourd'hui il y a des différences de développement et d'intensité de l'IA dans les différentes régions du monde. Et là, il y a un sujet évidemment d'asymétrie de réglementation. Et si on prend l'exemple juste de la reconnaissance faciale, on voit bien que la Chine aujourd'hui avance sans débat public, alors que dans les pays, on va dire démocratiques, le débat public sera nécessaire à l'émergence de ces réglementations. Et je voudrais juste finir mon propos avec un point qui est l'IA et le CO2. Parce que aujourd'hui, la tech, enfin le numérique, génère 6% des émissions de CO2. Et là, on a quelques bombes en gestation, pour être clair, avec le blockchain, les smart contracts, l'explosion des objets connectés dans tous les sens, les problèmes de pilotage de la recharge de batteries dans plein de domaines d'application. Donc là, on a un sujet vraiment important. Bon, je pense que les acteurs de la tech s'en sont déjà un peu saisis. Il y a Microsoft qui a annoncé viser une empreinte carbone à moins 30% en 2030. Bon, je ne sais pas exactement comment ils vont faire, mais en tout cas, c'est une ambition affichée. Amazon a annoncé là très récemment qu'il passerait à une neutralité carbone en 2040. Et donc ça, c'est un vrai sujet extrêmement important face aux dérèglements du monde aujourd'hui, qui sont aussi d'ordre climatique. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. Alors peut-être avant d'écouter nos intervenants qui sont à l'étranger, Thibault Langsad, une réaction sur ce qui a été dit depuis le début du débat, une intelligence artificielle que moi je préférerais appeler, comme Joël de René, une intelligence auxiliaire, c'est-à-dire qu'elle est là pour aider l'homme. Est-ce qu'elle est artificielle? Visiblement, c'est surtout la question de automatisation et de soutien finalement à des tâches qui sont aujourd'hui répétitives et qui sont rendues beaucoup plus faciles. Et puis un vrai sujet de réglementation, d'harmonisation des règles, parce que sinon ça peut être un peu la loi de la jungle avec ces dangers, ces peurs qui nous menacent. Moi, ce que je vois au quotidien, dans la façon dont on travaille cette IA dans notre entreprise, elle tourne essentiellement sur une problématique de la donnée. C'est cette donnée qui est complexe, plurielle, que nous essayons d'agréger pour pouvoir répondre à un certain nombre de services et d'utilités. Cette problématique, elle doit être régulée, et il est clair que le champ des possibles aujourd'hui est absolument immense. Et travailler sur cette régulation et cette accélération est, je pense, un vrai défi. Ça a été très bien expliqué, en tout cas les grands enjeux. C'est une préoccupation que nous devons avoir au quotidien. Sur la régulation, elle passera par la norme et par la loi. Aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, nos codes en France, civils, code du travail, même les codes ruraux, sont influencés par les GAFAM, par cette puissance numérique qui nous met dans une position extrêmement défensive. Et on voit aujourd'hui que le RGPD, qui a été mis en place dans une dimension européenne, répond à cette régulation voulue. On en est au balbutiement. D'ailleurs, d'autres pays se posent cette question de régulation. Il est intéressant de voir comment les Américains se positionne sur ce sujet, mais on voit que on répondra à une partie, on va dire, de la difficulté de la maîtrise de l'IA, de la protection du citoyen par une régulation tout simplement normative qui sera là, le choix, la volonté de nos politiques. L'autre sujet dans cette régulation, c'est également la capacité à organiser les infrastructures et à contrôler les infrastructures. La logique voudrait, même si certains pays ne prennent pas cette direction-là, que les États organisent les méta-plateformes et non pas les méga-plateformes. Méta-plateformes, et on voit qu'aujourd'hui, sur la dimension européenne, c'est extrêmement complexe. On l'a vu encore il y a quelques semaines sur la création du Stop Covid. L'Europe n'a pas été en capacité de pouvoir produire une solution pour l'ensemble des citoyens européens. Et donc, la méta-plateforme, elle est la capacité à être l'État, on va dire, la plateforme des plateformes, d'accueillir l'ensemble des solutions d'IA en les contrôlant, en les référençant, et qui permet à des administrations, à des entreprises de pouvoir les utiliser sur briques apaisables pour aller, on va dire, chercher des solutions compatibles et utiles pour notre quotidien. Et donc, cette méta-plateforme qui déjà n'existe pas en France a du mal à se structurer d'un point de vue européen, nous met aujourd'hui dans une position
finalement de lutter contre l'hégémonie américaine, l'hégémonie chinoise, qui mettent en place, on va dire, des dispositifs extrêmement efficaces et qui leur donnent, on va dire, cette capacité à aller de l'avant et à être en position quasi dominante. Le troisième point sur cette régulation, et vous l'avez évoqué, qui est la garantie humaine qu'il faudra mettre à un moment. Et cette garantie humaine, aujourd'hui, elle n'existe pas. Elle ne joue pas son rôle de garde-fou. Ce sont des compétences qu'il va falloir créer. Ce sont des organisations qu'il va falloir mettre en place, parce que ce ne seront pas les régulateurs classiques que l'on a dans nos pays. Je pense, on va dire, aux régulateurs qui structurent et qui encadrent nos marchés. Je pense que les entreprises, les acteurs économiques, également les administrations, devront se munir de garanties humaines qui peuvent être des tiers de confiance, des gestions partagées pour intervenir, on va dire, et contrôler cette data. Aujourd'hui, on voit que si l'échange est absolument infini, je vais peut-être revenir sur un des points qui a été exprimé, notamment dans l'univers de la santé, on en est au balbutiement de ce qu'il se passe, compte tenu du fait que nous avons une donnée qui permettrait véritablement d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort, on va dire, dans la capacité à soigner, on va dire, la personne. L'enjeu de la numérisation de la donnée encore, on va dire, existante est un véritable enjeu. Quand on regarde les hôpitaux français, il y a une quantité de données absolument incroyable, d'une richesse fantastique. Elle se chiffre au-delà de 200-300 kilomètres de dossiers patients dorment dans nos établissements. Ce sont des projets de numérisation qui sont extrêmement importants. On voit que, compte tenu de la situation actuelle de nos hôpitaux, je crois que pour digitaliser l'ensemble des dossiers des hôpitaux parisiens, on est à plus du milliard. Certains grands acteurs américains se positionnent sur ce marché et seraient d'ailleurs disposés à le faire quasiment gratuitement pour pouvoir acquérir cette donnée. Et cette donnée, évidemment, est absolument capitale. L'autre point qui est la capacité à contrôler cette donnée, je pense que on en parlait tout à l'heure. Une des difficultés de l'IA que l'on rencontre, en tout cas dans l'univers de la santé, c'est l'incapacité à pouvoir justifier ce qui se passe au sein des programmes de santé. Dans certains pays asiatiques, la cancérologie est parfaitement bien traitée. La problématique, c'est l'incapacité du médecin à pouvoir justifier un protocole, compte tenu du fait que la machine intègre tellement de données qu'il en perd en quelque sorte le contrôle, compte tenu du fait que l'agrégation se fait de façon quasi instantanée et que les protocoles sont faits, on va dire, sur la base de ces calculs. Et donc, la garantie humaine sera bien complexe dans ce champ-là, compte tenu du fait que l'humain ne refera pas des calculs pour s'assurer que les protocoles, on va dire, sont conformes et respectent, on va dire, la santé du patient. Donc, le champ est absolument immense. Et sur la garantie humaine, je pense que c'est l'enjeu de la prochaine décennie. Ça passera par le montée des compétences, pour faire en sorte qu'on ait des personnes qui soient, on va dire, formées pour pouvoir comprendre, réguler avec des notions normatives qui permettra de maîtriser cette donnée. Merci beaucoup Thibault. Alors on peut adapter la machine à l'homme ou l'homme à la machine, finalement c'est un peu ça pour résumer notre débat. Pour en parler peut-être aussi avec nos intervenants à l'étranger, je voudrais essayer de contacter Yuko Harayama. Je ne sais pas si vous êtes avec nous. Bonjour madame. Je vous souhaite. Donc, je le disais, vous avez travaillé pour le gouvernement japonais sur les sciences et vous êtes aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler chargé de l'international pour l'équivalent du CEA japonais, l'Institut Riken. Donc, vous êtes une scientifique. Donc, sur toutes ces questions, vous avez entendu le débat, on a essayé de le cadrer. Vous êtes une spécialiste. Est-ce que vous pensez effectivement qu'aujourd'hui, la machine va s'adapter à l'homme ou est-ce que c'est l'homme qui va s'adapter à la machine face à ces progrès gigantesques, parfois un peu fantasmés, mais qui sont très concrets, en fait, qui arrivent dans tous les domaines, hein, ça a été dit, de la santé jusqu'à l'industrie. Quelles sont les promesses de l'intelligence artificielle et comment la maîtriser ? Bon, j'ai suivi avec l'attention la fête et jusqu'à vos arguments. Alors, je reprends un petit peu quelques lignes d'idées en disant que l'intelligence artificielle n'est pas un robot et n'a forcément pas besoin d'une apparence physique pour exister comme science-fiction. Mais déjà, il
l'IA est partout dans notre vie quotidienne. Ce n'est que les applications gratuites offrant différents services de plus en plus sophistiqués et on n'est pas conscient, mais on s'en sert. Et par exemple, l'acte de choisir sont aidés par des recommandations. C'est pas nous, mais c'est recommandé. Et même la question de goût, ce que j'aime pas, au fin fond d'intimité aussi, c'est guidé par IA. Donc, de caractéristiques, si je peux résumer, c'est on utilise de manière inconsciente. C'est très agréable et renforçant et vos habitudes deviennent vraiment des habitudes et ceci tend à vous rendre une attitude plutôt passive qu'active. Et c'est un progrès. Alors, oui, certes, puisque ça apporte plus d'efficacité, moins de conflits, et c'est beaucoup d'aspects positifs, mais la question qu'on se pose, est-ce qu'on agit toujours en acteur? Et y a-t-il des risques d'être sur la prise? Et la question de données informatiques, ça a été déjà dit, mais vos données, les informations vous concernent, les informations concernant vos relations avec les personnes, avec les choses, où vont-elles? Une fois utilisées à vos fins, est-ce qu'elles sont détruites systématiquement, comme c'est promis? Pas très sûr. Toutefois, le déploiement de l'IA est une nécessité. Ça a été déjà dit. Les incertitudes de plus en plus, ne serait qu'un exemple de Covid, submergé dans des flots d'informations. On peut sortir sans l'aide de l'IA. Donc, c'est impossible d'avoir une vue d'ensemble et de se faire une opinion dans quelle situation que ce soit. Mais toutefois, comme ça a été dit, il faut rester vigilant. Et aussi, en tant que consommateur, il faut être un consommateur averti, exigeant. Je dirais, sous un autre registre, IA est en train de prendre une prépondérante, ce qui est la science. Faire avancer la science, ceci dépend et conduit par la démarche scientifique que je pourrais résumer en quelques lignes. D'abord, observer des phénomènes, se poser la question, c'est la question de recherche, et formuler des hypothèses, et aussi confirmer des hypothèses par les faits, et on avance avec une nouvelle connaissance. Et cette partie importante de formuler des hypothèses, par le passé, on se pose sur des travaux existants et on essaie de confronter avec des observations préliminaires et trouver des pièces manquantes, bien trouver des éléments contradictoires. C'était un petit peu le savoir-faire des chercheurs et c'était la valeur ajoutée des chercheurs. Mais maintenant, on ne va pas dire que c'est du passé, ça continue à être très important, mais une autre manière de formuler des hypothèses sont devant nous. On commence les données d'abord, et on essaie d'analyser les données avec IA, en espérant trouver des connexions, clustering entre les éléments, et de faire ressortir un ensemble d'hypothèses potentielles. Et en tant que chercheur, on essaie de choisir parmi ces hypothèses le plus pertinent, tout en mobilisant les savoir-faire d'un scientifique. Donc, un peu la complémentarité avec l'IA et nous en tant qu'hommes, savoir-faire, mais il y a beaucoup de challenges à faire. Comme c'était dit déjà, il faut être vigilant, mais en même temps, il faut être un bon consommateur, un utilisateur et aussi exigeant pour la transparence et exigeant pour que tout ce qui est le fruit de l'IA ne doit pas être pris par certains et que la question de démocratie doit être posée en dernier ressort. Voilà mon point de vue. Merci beaucoup, madame. On reviendra vers vous dans quelques minutes. On continue le tour de table. Je ne sais pas si Jeff Feng est avec nous. Est-ce qu'on a le retour? Bonjour, bonjour Monsieur Feng. Donc vous travaillez pour un groupe qui s'appelle Cloudpeak, qui est également spécialisé dans l'intelligence artificielle. Et on a un peu parlé du débat géopolitique et démocratique posé par l'intelligence artificielle, par exemple la reconnaissance faciale, où on voit bien que un pays comme la Chine, qui le développe massivement,
a peut-être une culture politique qui peut le permettre. Peut-être dans les démocraties occidentales, le sujet nécessite plus de débats, même si l'enjeu de la reconnaissance faciale, par exemple, peut être autour de la sécurité des personnes, peut être évidemment un vrai progrès. Donc, quelle est votre position par rapport à ces progrès humains que l'IA peut apporter, et toujours dans cette dialectique qu'on a essayé d'évoquer depuis le début de notre réflexion, c'est qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour la maîtriser et éviter que ce soit un danger. On en a évoqué quelques-uns. Est-ce que l'IA peut rendre l'homme paresseux, par exemple? Parce qu'elle l'aiderait trop? Et est-ce que l'IA également peut finalement donner le contrôle un jour aux machines? Ce fantasme peut-être exagéré, mais on doit quand même être vigilant, disait Madame Arayama. Désolé, en cabine, nous ne recevons pas l'orateur. C'est très gênant. Je suis désolé, en cabine, nous ne recevons pas l'orateur. Oui, il n'est pas arrivé. Bonjour, bonjour Luc. Ah, alors on vous entend. Désolé pour ce problème technique, on va essayer de le résoudre avec Monsieur Feng. Donc je rappelais que vous êtes donc le père de Siri. Vous êtes très connu. Alors Siri, c'est la reconnaissance vocale pour faire des recherches plus rapides sur Internet et notamment sur nos smartphones. Aujourd'hui, vous travaillez pour le groupe Samsung, vous dirigez l'innovation. Je ne sais pas si vous avez pu entendre toutes nos premières interventions sur le débat sur l'IA. Alors vous avez écrit un livre qui dit l'intelligence artificielle n'existe pas. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Bon, quand même beaucoup de choses, notamment cette idée que c'est une intelligence auxiliaire de l'homme, qu'il faut peut-être pas trop fantasmer les peurs qu'elle suscite, mais qu'il faut, je le disais, être vigilant sur plusieurs types de dangers. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui l'état de l'art, vous qui êtes au cœur de la machine, si j'ose dire, sur à la fois les progrès, notamment dans la période que nous vivons, et les menaces, bien sûr, dont il faut se prémunir? Alors, si j'ai écrit ce bouquin, L'intelligence artificielle n'existe pas, c'est justement pour éviter de parler de des fantasmes et de dire la vérité sur l'IA. Monsieur Courtecuisse a très très bien résumé la situation, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais en gros, c'est pas de la science-fiction, c'est pas Robocop, c'est pas le film Her. L'intelligence artificielle, c'est beaucoup d'outils, d'outils très très puissants que nous avons inventés, que nous avons développés, et comme tous les outils, comme un marteau, c'est nous qui tournons le manche. C'est-à-dire que, on a parlé de régulation aussi beaucoup, oui, on va pouvoir réguler. Pour réguler, c'est nous qui avons le manche, donc c'est une bonne nouvelle, on va faire ce qu'on veut avec ces intelligences artificielles. Mais pour faire ce qu'on veut avec ces intelligences artificielles, il faut qu'on les comprenne. Et donc la clé de tout ça, la clé pour l'humanité, pour nous, pour qu'on puisse instruire nos politiques, pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions pour la régulation, la clé, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut s'éduquer. Un autre intervenant, c'était peut-être aussi M. Courtecuisse, qui a dit que l'essentiel, c'était les mathématiques, ce n'était pas le code. Effectivement, l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, ce ne sont que des mathématiques. Donc, si on veut les comprendre, il faut comprendre les mathématiques. Donc, il faut s'éduquer. En s'éduquant, on va comprendre la puissance de cet outil, parce qu'effectivement, ces outils sont excessivement puissants. On peut faire n'importe quoi avec, comme tous les outils. Avec un marteau, je peux très bien planter un clou, c'est fait pour ça, c'est super, mais je peux aussi l'utiliser pour taper sur la tête du voisin. Et ça, c'est pas bien. On a décidé, par régulation, que c'était pas bien de taper sur la tête du voisin avec un marteau. Et bien, de la même façon, il va falloir décider quelles sont les choses qui sont pas bien à faire avec ces IA qui sont très, très puissantes. Donc, aujourd'hui, on a la clé, on a
la possibilité de faire ça, mais il faut se donner les moyens, effectivement, de s'éduquer, de comprendre et d'éduquer les masses. Donc il faut que tout le monde comprenne. Je veux faire 2-3 points sur les emplois et sur le fait que les IA nous remplacent, etc. Alors effectivement, les IA remplacent certaines de nos tâches. Qui sont les plus répétitives, etc. On en a parlé déjà, donc je ne vais pas répéter tout ça. Je suis persuadé aussi que les IA créent de nouveaux emplois. Alors, on n'en sait rien, on ne comprend rien, on ne va pas pouvoir donner des chiffres comme ça, parce que quand on nous dit 80% des emplois de 2030 n'existent pas aujourd'hui, bon, c'est super, on n'en sait rien du tout. D'accord ? Mais ce qui est vrai, c'est que certainement beaucoup d'emplois de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Ils seront faits autour de ces intelligences artificielles. Ils sont certainement plus valorisants. Je pense que aussi, c'est M. Courtecusse qui a dit ça. En gros, je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit. Donc, les emplois, ça va être aussi nous de décider ce qu'on va vouloir laisser faire à la machine et ce qu'on va vouloir faire nous-mêmes. Il y a certaines choses que la machine ne va pas pouvoir faire parce que tout est basé, encore une fois, sur les mathématiques et tout est basé sur des algorithmes. Et les algorithmes, c'est nous qui les faisons. On ne les fait pas toujours bien, on fait des erreurs de temps en temps et donc des fois, il faut qu'il y ait d'autres humains qui vont aller checker nos algorithmes. Ça peut être aussi des intelligences artificielles qui vont aller checker les algorithmes. Mais bon, tout ça, il faut comprendre, on a parlé d'explicabilité un peu des algorithmes aussi tout à l'heure, c'est très très important de pouvoir expliquer les algorithmes, parce que si on ne peut pas les expliquer, ça devient une boîte noire, ça devient de la magie, et justement si ça devient de la magie, on rentre dans ces fantasmes qui sont complètement faux aujourd'hui, d'accord ? Les intelligences artificielles ne sont absolument pas intelligentes, en fait c'est ça que je veux dire à la fin, et donc quand je parle moi d'intelligence augmentée, parce que je n'aime pas parler d'intelligence artificielle, ou je parle des intelligences artificielles, quand je parle d'intelligence augmentée, c'est notre intelligence qui est augmentée par ces outils, c'est nous qui sommes augmentés par ces outils, comme le marteau nous a augmentés pour planter des clous, eh bien, les intelligences artificielles nous augmentent dans les différents domaines dont on a parlé déjà, on a parlé de la santé beaucoup, on peut parler des transports, le fait qu'on va avoir des voitures autonomes un jour, on n'aura pas de voitures autonomes niveau 5, donc il ne faut pas aller raconter n'importe quoi là-dessus, les voitures autonomes niveau 5 qui sont le dernier niveau d'autonomie, complètement autonomes, qui font mieux que nous, celles-là n'existeront jamais, pas avec les méthodes qu'on utilise aujourd'hui, les méthodes de mathématiques qu'on utilise aujourd'hui. Par contre, la voiture autonome niveau 4, qui va être aussi meilleure que nous, elle va éviter énormément d'accidents. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je pense qu'aujourd'hui sur les routes françaises, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais s'il y a 5000 morts sur les routes françaises, eh ben, certainement on peut éviter 90% de ces accidents. D'accord ? Donc, les intelligences artificielles nous augmentent, vont nous amener dans chacun des domaines des choses extraordinaires, elles vont se rapprocher de la perfection, mais à un coût. Et aussi, encore une fois, là, je reviens à ce que disait M. Courtecuisse tout à l'heure sur l'énergie. L'énergie utilisée par ces intelligences artificielles aujourd'hui est absolument insupportable. D'accord ? Donc il va falloir aussi réguler la façon dont on va utiliser ces énergies et pourquoi on va utiliser potentiellement ces énergies. D'accord ? Le fait que, on a parlé du deep learning, le deep learning utilise énormément de données, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça utilise énormément de capacité de serveur et donc ça utilise énormément d'énergie. Pour vous donner un exemple très très simple, la machine qui jouait au Go, qui a battu le champion du monde de Go, elle faisait à peu près 440 kW. 440 kW juste pour jouer au Go, vous voyez, c'est un peu complètement ridicule quand vous savez que ça, là, le machin qu'on a ici, qui s'appelle le cerveau, il développe 20 watts. 20 000 fois plus pour créer une machine qui joue juste au Go. Parce que nous, en plus, là, ce cerveau, ce truc, il fait beaucoup plus que jouer au Go. Okay ? Donc là, il y a un gros problème. On fait des grosses bêtises, on va dans le mur si on continue à pousser ces intelligences artificielles à utiliser beaucoup d'énergie pour faire en fait pas grand-chose. Donc il va falloir aussi certainement à un moment donné définir les domaines dans lesquels on veut les utiliser, ces outils. Merci beaucoup, Luc Julia. Je vous garde une seconde, puis on va continuer le débat. J'aurais voulu vous demander aussi, par rapport à ce que vous venez d'évoquer, qui finalement va être chargé de cette fameuse gouvernance internationale. Donc on en parle beaucoup. Est-ce que ça doit se faire sous l'égide de l'ONU ? Quel est le cadre finalement ? Il a été dit par Dominique Roux qu'il y a aussi une compétition industrielle, internationale. La Chine dit qu'elle veut être le pays dominant, elle investit énormément, mais les États-Unis sont quand même aussi très très en avance. Il y a ces géants du numérique qui sont encore renforcés d'ailleurs par la crise sanitaire, on le voit bien, les fameux GAFA ou les BATX chinois, qui sont les grands détenteurs de données, qui sont quand même très en avance et qui ont des moyens surtout considérables, même supérieurs peut-être à ceux de beaucoup d'États. Donc comment est-ce qu'on va arriver à créer ce code de l'IA ?
il ne peut évidemment pas venir ni de Google ni de Baidu. Donc, qui est l'acteur finalement qui permettra de s'assurer qu'on aura ces codes à la fois éthiques. Vous avez cité pas mal de sujets, hein, les biais. On a vu que certaines IA pouvaient développer des biais sexistes ou racistes. Donc, comment est-ce qu'on s'assure finalement que cette IA, elle est bien reste maîtrisée par l'humanité? Un peu comme l'a dit la dame dont je ne me rappelle plus le nom au Japon, c'est Madame Arayama. nous, c'est nous, effectivement. Donc c'est nous, les utilisateurs, qui doivent être informés. Nous devons être informés et donc nous devons nous éduquer. D'accord? Donc encore une fois, ça passe par l'éducation, ça passe par la masse. Alors bon, on a parlé de dictature tout à l'heure, pas de dictature, de démocratie, etc. Mais moi, je suis persuadé, et c'est peut-être utopiste, que si on est éduqué, si on arrive à faire en sorte de faire comprendre les enjeux à un maximum, cette masse éduquée va quelque part éduquer nos régulateurs, quels qu'ils soient, donc qu'ils soient au niveau du gouvernement, au niveau des gouvernements, au niveau de l'ONU, au niveau du monde. Et cette éducation va permettre donc de prendre les bonnes décisions et de faire les bons choix. Alors, il y a des pays qui sont moins démocratiques que d'autres, qui permettent de moins partager les choix, on va dire, avec le peuple. Mais moi, je suis encore une fois persuadé que c'est une histoire d'éducation. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a pu retrouver Monsieur Feng et sa voix en particulier? Monsieur Feng, on ne vous entendait pas tout à l'heure, désolé. Je suis là. Oui, je suis là. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, bonjour, je vous parle. Bonjour, bonjour. Je m'entends, j'ai un écho, dit Monsieur Feng. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur la régulation, la réglementation de l'intelligence artificielle? Sorry, I just lost your voice. J'ai l'impression que ça ne marche pas, hein. On va renoncer à parler à Yes, Monsieur I'm Feng able to pour hear your l'instant. voice. Ah, Okay. Yeah. Oui. Eh bien, je pense donc que l'IA, notre thème aujourd'hui, est un outil comme dans tous les domaines techniques. Et en tant qu'outil, on peut l'utiliser pour bien faire de bonnes choses et pour faire de mauvaises choses. par exemple en Chine, avec la reconnaissance faciale et la question de finalement l'acceptation par les populations d'une forme de contrôle par des machines. On en parle beaucoup. Le credit rating de la population est aujourd'hui quelque chose qui se développe beaucoup. Ça a pu d'ailleurs être utilisé pendant la crise sanitaire et on se pose la question dans des démocraties occidentales de l'adaptation ou pas de ce type de règles de technologie. La question de la propriété des données et de l'utilisation par tel ou tel gouvernement commence à faire débat. Is that a question for me? Can you repeat? Yes. Je crois que c'est un peu difficile. Uh-huh. Yep. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. So Eh bien, je pense, pour ce qui est de la reconnaissance faciale, c'est pareil pour la reconnaissance basée sur les empreintes ou d'autres techniques de reconnaissance. Eh bien, ce n'est qu'une petite partie de l'IA.
des algorithmes informatiques et c'est d'extraire un certain nombre de points l'idée est ensuite qu'il y ait une reconnaissance de ces caractéristiques pour pouvoir identifier un individu. Pour chaque individu, il y aura il y aura des expressions faciales uniques en termes de valeurs numériques. Et en utilisant le vecteur des nombres, en fait, l'ordinateur pourra vous distinguer d'une autre personne. Ça, c'est toute l'idée, en fait. Et la reconnaissance faciale peut être un outil puissant et une aide dans certains domaines. Par exemple, avant, on utilisait les empreintes digitales pour déterminer l'identité. Maintenant, nous pouvons utiliser la reconnaissance faciale pour faire la même chose. Donc, oui. Alors, la reconnaissance faciale ou les données faciales, ou comme d'autres données métriques, donc les ordinateurs peuvent utiliser pour procéder à certaines analyses, ce sont toujours des données. Et elles sont liées à effectivement des données personnelles, c'est vrai. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas que ces données puissent être utilisées. Et pour les entreprises qui utilisent ces données pour des applications utilisables dans notre vie quotidienne, dans notre environnement de travail, je pense que l'utilisation de ces données doit être très transparente. Si cet usage n'est pas transparent, donc il faut que les gouvernements appliquent une forme de régulation, de réglementation pour que ces entreprises fassent un bon usage de ces données. Et également, la personne dont les données faciales ont été recueillies ont le droit, je pense, d'abord doivent consentir à l'utilisation de ces données faciales. Je crois que 99% ou même plus des applications ici donc, tous les utilisateurs qui utilisent ces applications sur téléphone mobile doivent d'abord consentir et dire « Oui, je suis d'accord pour que vous utilisiez les données faciales. Je suis d'accord pour qu'on utilise cela à des fins d'identification. Je suis d'accord pour que l'application m'identifie. » Ça, c'est une première étape. Il faut donc que ce soit très transparent. Deuxième étape, la protection et la durée sur laquelle on garde ces données. Ces entreprises qui utilisent ces données doivent stocker, sauvegarder ces données de la bonne manière. Et elles doivent protéger ces données et elles doivent effacer ces données si le consommateur ou le particulier ne veut pas que ces données soient conservées. S'il n'y a pas de réglementation, de régulation ou de politique, les entreprises vont le faire sur la base de leurs propres opinions. Et je crois que ce sera vraiment la pagaille. Mais s'il y a une forme de régulation et de politique qui sont faites par des autorités publiques ou des gouvernements, si toutes les entreprises suivent ces règles, je pense que la technologie elle-même de reconnaissance faciale peut avoir beaucoup de bénéfices et peut être très pratique pour la vie des usagers, des consommateurs qui utilisent ces applications. Donc voilà, ce serait mon commentaire sur ce point. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Feng. Alors peut-être en revenant au studio à Paris, on a évoqué tout ce sujet de la sécurité des données. Thibault Langsat, vous avez évoqué le RGPD. On n'était qu'à la première étape peut-être du règlement général pour la protection des données, qui est une réglementation voulue par l'Europe et qui commence à être adoptée un peu partout. Alors jusqu'où est-ce qu'il faudra aller? Est-ce qu'on est allé assez loin? Et puis peut-être ça peut être un débat aussi avec Mathieu Courtecuisse, c'est est-ce qu'à vouloir trop réglementer, on risque pas de brider les progrès justement de l'intelligence artificielle? Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, dans ce débat sur le rôle de la technologie et la capacité de le maîtriser, il y a une forme de tension.
Sur le RGPD, il y a 2 points. C'est, une capacité à sécuriser cette donnée et à la cantonner, on va dire dans une dimension européenne. Donc on voit bien qu'il y a, au travers cela, une dimension de souveraineté, de la donnée, qui est, probablement une très bonne chose. Et puis le second point, c'est de protéger, le citoyen, le consommateur, au travers de ce qu'il donne, quand, il, donne de l'information, le concernant. Néanmoins, on voit bien aujourd'hui que ce débat est totalement nouveau, une forme d'immaturité d'ailleurs sur ce débat, et on le voit au moment d'une crise sanitaire importante, quand on a du mal à expliquer à nos concitoyens qu'un dispositif comme Stop Covid permet de contrer la pandémie, ou en tout cas d'essayer de le faire, et on a du mal parce que on est dans le subjectif, et qu'on a le sentiment d'être profondément tracé, suivi par, je ne vais pas dire des forces obscures, mais par, on va dire, notre État en l'occurrence. Et donc, il va falloir que l'on ait une forme de maturité et de débat serein. L'autre point, c'est que si on continue à structurer notre réglementation comme on le fait en France particulièrement, on va avoir beaucoup de difficultés à exploiter de la donnée qui permettrait aux algorithmes, qui permettrait à nos machines de devenir plus puissantes qu'elles ne le sont aujourd'hui, face à des pays qui s'affranchissent probablement parce qu'ils ont un dispositif réglementaire et une structure démocratique différente, qui s'affranchissent et qui permet d'acter des zones de progrès. Donc on a un gardien du temple en France qui est la CNIL, et qui, on va dire, est extrêmement jugulaire. On voit que beaucoup de développements sont complexes, et notamment dans l'univers de la santé. Tout ce qui tourne autour de la donnée de santé n'est pas suffisamment libéré pour que l'on puisse avoir cette capacité d'exploitation. Mais on le retrouve dans le champ de la justice, dans le champ de la formation, dans les parcours administratifs. On voit qu'aujourd'hui, on pourrait aller beaucoup plus vite, mais tant qu'on n'aura pas ce débat d'explication serein sur l'utilisation de cette donnée, nos concitoyens ne voudront pas manger. Il y a un grand sujet qui va arriver sur l'identité numérique, faire en sorte que l'on puisse avoir une pièce d'identité numérique, la partager, on va dire, auprès de notre banque ou différentes administrations. On voit qu'aujourd'hui, sur ce débat-là, l'État va vouloir chercher un tiers de confiance, parce que les mentalités ne sont pas prêtes, alors que la technologie est là. Mais le vrai débat, l'enjeu sera quel sera le tiers de confiance qui donnera le sentiment aux concitoyens que sa donnée d'identité soit protégée. Mathieu Courtelis, on n'est qu'au début de ces changements. Prenons l'exemple de la crise sanitaire. Si on veut faire redémarrer le monde, l'économie, les transports, les mobilités, le transport aérien en particulier, il va falloir utiliser peut-être ces nouvelles technologies. Et dans quel cadre de régulation, par exemple, on pourrait imaginer que l'intelligence artificielle nous aide à finalement pouvoir voyager sereinement comme autrefois? Oui, disons que la régulation, elle évolue dans un monde à trois, c'est-à-dire qu'il y a la régulation, la concurrence et l'innovation. Donc, c'est un mélange entre les trois. Alors moi, je voudrais rappeler 2-3 éléments de vérité un peu historique sur le plan économique. C'est que c'est d'abord les géographies qui sont leaders dans les technologies qui imposent leurs standards et qui imposent la régulation. Donc, on ne peut pas imposer une régulation si on est nul du point de vue de la technologie. D'accord. Donc en Europe, on a mis le RGPD en avant d'avoir des puissances industrielles qui permettaient de leverager ça. Parce que la réalité, c'est que la régulation... On peut tirer une balle dans le pied. Disons que la régulation, et on l'a vu avec le RGPD, une des conséquences, c'est que ça a renforcé la domination des grandes plateformes. Donc, il faut faire attention à la façon dont on utilise la régulation. Et donc, et la régulation, elle peut avoir un caractère transverse. Si on prend l'exemple des reconnaissances faciales, qu'est-ce qui s'est passé quand on a mis RGPD qui a hyper contraint l'utilisation de la reconnaissance faciale? C'est que tous les grands groupes européens de technologie ont délocalisé des centres de R&D dans des zones où on pouvait le faire. Voilà, parce que c'est une technologie dont on a besoin. Et maintenant, à l'inverse, les acteurs qui sont dominants en matière de reconnaissance faciale disent « mettons de la régulation ». Parce que quand on met de la régulation, en fait, on empêche les autres de rentrer. Donc, il faut bien comprendre de quoi on parle. Donc, je pense que la régulation, c'est quelque chose qu'il faut utiliser avec parcimonie. Il faut d'abord avoir une ambition industrielle avant de parler de régulation. Et enfin, je voudrais juste dire, voilà, il y a la régulation transverse, mais il y a aussi les régulations par secteur. Et là, on voit avec les monnaies digitales, par exemple, ça a créé une panique chez les banquiers centraux dans un certain nombre de pays, en voyant arriver finalement l'utilisation de ces monnaies digitales
qui vont être une des grandes révolutions de la décennie à venir, et au fond, qui bousculent les cadres réglementaires existants. Et puis le tiers de confiance dont Thibault parlait, je veux dire, quand on voit Stop Covid ne marche pas très bien en France, mais en Allemagne, il marche beaucoup mieux. Et pourquoi il marche beaucoup mieux? Parce qu'en fait, les données, elles sont décentralisées, elles sont confiées à Apple et à Google. En France, on les confie à l'État. Et donc, la défiance, elle est où? Elle est vers les acteurs industriels ou elle est vers l'État? Donc je pense qu'il faut quand même bien se poser la question évidemment de l'éducation, comme l'a indiqué Luc Julia, et de l'appropriation de ça, mais c'est aussi la confiance dans les acteurs privés. Tout ça doit d'abord venir des acteurs privés. C'est aux acteurs privés d'expliquer aux instances de régulation ce qui se passe, et ensuite c'est aux décideurs politiques de prendre les décisions, mais en ayant conscience qu'il y aura des asymétries de régulation et qu'il y aura une stratégie de non-coopération assez lourde entre les grands blocs régionaux économiques. Alors, c'est peut-être Dominique Roux là-dessus. Je dois juste dire un mot sur le mot régulation et puis sur l'éducation dont tu as parlé tout à l'heure. En français, on a deux mots, réglementation et régulation. En anglais, il y en a un seul qui fait à la fois réglementation et régulation. Donc je crois qu'il ne faut pas se tromper. Quand on parle de régulation, ce n'est pas réglementation. La réglementation, c'est les pouvoirs publics, soit par décret, soit par la loi. Et la régulation, c'est la mise en œuvre de cette réglementation. Donc il faut aussi sensibiliser, en France en tous les cas, les pouvoirs publics en faisant de bonnes réglementations pour qu'on puisse faire une bonne régulation. Le régulateur ne remplace pas le réglementaire, ne remplace pas les pouvoirs publics, ne remplace pas l'Assemblée nationale, ne remplace pas le gouvernement. Donc il y a une petite... En France, une petite erreur, souvent, entre régulation et réglementation. Il faut que le pouvoir public prenne leurs responsabilités et dise « j'interdis, j'autorise » et le réglementaire prendra des décisions. Et ensuite, le régulateur fera en sorte, quand on dit « dans cette pièce, on ne doit pas avoir plus de 20 degrés », bon, bah ça, c'est une réglementation. Ensuite, il y a quelqu'un qui regarde si on est à 23 ou si on est à 19. C'est le régulateur. Thibault Langsal. Non, mais c'est très juste, et ce que dit Mathieu Courtecuisse, c'est très juste aussi, mais voilà, moi, depuis 10 ans, les GAFAM influencent notre loi, et nous sommes dans une logique non pas offensive, mais défensive. Nous sommes probablement pas à la hauteur sur un certain nombre d'enjeux, et notre réflexe, on va dire, premier, c'est de nous protéger. On le fait sur le plan fiscal, on le fait sur le droit du travail quand on a finalement une forme de libéralisation du travail, et on le fait sur le plan pénal. Enfin, je vais pouvoir citer l'ensemble des codes où nous sommes en défensive parce que nous n'avons pas nos propres outils, nous n'avons pas fait cet effort d'éducation et de formation auprès de nos concitoyens, et donc notre volonté est de se fermer et de se protéger. Alors on le fait à l'échelon européen avec le RGPD qui est fondamentalement une bonne chose, mais qui empêche, et ça dit très justement, de pouvoir lâcher les algorithmes, lâcher les machines et de pouvoir récupérer nos retards. Mais notre réflexe premier est la protection, et la protection par la loi bien française plus que par le régulateur. Un dernier point sur l'éducation, qui est mon domaine de prédilection, si je puis dire. Tu as dit tout à l'heure, Mathieu, il faut développer les mathématiques. Bien sûr. Mais je dirais plus loin, il faut développer la logique. Dans tout le système éducatif français, on a bien sûr encore un peu de mathématiques, on en laisse heureusement. Mais on a supprimé toutes les réflexions logiques. Si vous voyez combien les étudiants, quel que soit leur niveau, même grandes écoles, tout ce que vous voulez, sont nuls en logique. Ils ont une tête faite, je ne sais pas comment elle est faite, elle n'est pas faite comme avant, ils ne sont pas logiques. Or, dans le système dont nous parlons, il faut être logique. Regardez ce qu'a fait Xavier Niel avec son école 42, il est basé uniquement en cherchant des gens qui ont une certaine logique. Après, on va voir si on peut faire des maths ou pas des maths, etc., etc. Bien sûr qu'il faut faire des maths. Ça, c'est un problème. Et un titre d'exemple, je l'ai dit souvent, je crois que maintenant c'est fait depuis peu. Vous savez que dans le domaine de l'éducation nationale, vous avez tous les CAPES, toutes les agrégations possibles et imaginables, de musique, de langue ancienne, de littérature comparée, de tout ce que vous voulez. Vous pouvez être professeur d'histoire, de géographie, de chimie, de physique. Il y a une agrégation qui n'existe pas. Et je crois que c'est fait depuis très peu, informatique. Donc je crois que ceci Alors on va poser la question à Luc Julia, qui je crois est encore avec nous.
non pas, mais pour vous demander sur quoi vous travaillez en ce moment, quels sont les nouveaux progrès, les nouvelles frontières de l'intelligence artificielle et de la science informatique auxquelles on peut s'attendre dans les prochains mois ou années. C'est ce dont on a déjà parlé, hein, tous ensemble ici. Évidemment, dans la médecine, il va y avoir des progrès absolument extraordinaires, d'accord? Parce que non seulement l'imagerie médicale dont on a parlé est un champ fabuleux, mais aussi tout ce qui est ADN est un champ statistique qui permet à ces algorithmes et qui nous permet d'avoir beaucoup de données. Donc il y a quelque chose d'intéressant. Donc la santé est effectivement quelque chose qui va progresser parce qu'on s'intéresse, on vieillit, on a une population vieillissante, donc on s'intéresse à ce qui va se passer plus tard. Après ça, le transport, je parlais de la voiture autonome niveau 4, il est évident que le transport, que ce soit le transport des personnes ou des biens, va être aussi révolutionné par ces intelligences artificielles et par le fait que ce sont des robots qui vont faire la plupart qui vont assurer la plupart de ces transports. Et puis dans un autre domaine qui m'est très cher, c'est le domaine de la vie quotidienne, donc ce qu'on appelle les IoT, les Internet of Things, les objets connectés. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui vont se passer. Ça va être des choses très pratiques, hein, donc tous ces objets qui nous entourent et qui vont réagir et interagir pour pouvoir délivrer des services qui vont avoir l'air intelligents ou qui du moins vont sembler intelligents à nous parce qu'ils vont nous rendre le service qu'on veut qu'ils nous rendent. Donc je pense que c'est ça, c'est des petites révolutions. Hein. Encore une fois, ce sont des outils qu'on crée et ce sont des intelligences artificielles qui vont donc s'occuper de domaines très particuliers et qui vont nous faire progresser dans des choses aussi très particulières. Je veux juste dire un petit mot sur la régulation. Oui, allez-y. Donc, pour moi, RGPD, en fait, c'est un progrès extraordinaire parce que ça prouve que, effectivement, on a été en réaction en Europe, mais on a réagi et on a permis. RGPD a une vertu éducative. Donc, elle a auprès du peuple une vertu éducative. Donc, certains se sont aperçus que la régulation était importante. Et quant à savoir si elle empêche l'innovation, en fait, moi, je suis pour RGPD, et d'ailleurs RGPD a été repris en Californie exactement comme c'est en Europe, et je suis pour la régulation parce que en fait l'innovation est de toute façon à peu près 15 ans en avance sur la régulation, donc ça ne me dérange pas du tout. Un mot peut-être sur les smartphones aussi, dont vous vous occupez beaucoup. On dit beaucoup que nos futurs smartphones, qui sont déjà un assistant personnel extrêmement puissant, vont l'être encore plus demain, voire pourraient faire tomber les frontières entre les langues. On aura des traducteurs automatiques, on aura une analyse de nos millions de mails qu'on reçoit chaque année beaucoup plus efficace. On pourra faire le tri, gagner du temps en fait, c'est ça finalement. Bien sûr, ces outils, encore une fois, ils sont faits pour ça, ils sont faits pour qu'on gagne du temps. Donc, effectivement, traduction automatique, c'est relativement facile. Bon, ça ne marche pas très bien encore aujourd'hui, mais ça va arriver un jour, d'accord, c'est évident. Donc, dès qu'il y a des règles et qu'il y a beaucoup d'exemples, donc beaucoup de data et de la logique, comme disait le monsieur précédemment, effectivement, les intelligences artificielles vont pouvoir nous aider à faire ça. Trier des mails, c'est vrai que c'est assez facile aussi. D'accord. Donc, toutes ces tâches qui sont des tâches répétitives qu'on fait sans trop y penser tous les jours, les intelligences artificielles vont bien sûr nous aider à faire ça. Alors, on arrive au terme, je crois, de notre heure et demie de débat. Dominique Roux, j'ai regardé toutes les questions qui nous sont envoyées. Il y en a eu quelques-unes. Beaucoup tournent quand même autour de l'emploi, avec ce double interrogation, à la fois l'idée d'une intelligence artificielle qui peut libérer l'homme, un certain nombre de tâches aujourd'hui difficiles, en tout cas les rendre beaucoup plus faciles, et en même temps cette crainte qu'elle nous remplace. Donc comment trouver le bon équilibre entre les deux? C'est ça peut-être la question économique au moment où l'emploi aujourd'hui semble menacé, non pas par l'IA, mais par un virus qu'on n'attendait pas. Et comment est-ce qu'on peut donc imaginer s'en sortir mieux grâce à l'IA? L'inquiétude, pour moi, pour nous aussi, je le dis au nom d'un certain nombre de mes collègues du cercle des économistes, l'inquiétude pour les mois qui viennent, c'est l'emploi des jeunes. Car dans le domaine qui est le nôtre, l'intelligence artificielle, ce sont ceux qui vont prendre le pouvoir et ceux qui vont faire bouger les choses, ce sont les jeunes. Et c'est ceux-là qu'il ne faut pas laisser sur le bord de la route, c'est ceux-là qu'il faut intégrer, c'est ceux-là qui... On prétend qu'ils vont être 700 000 sortis avec leur diplôme à la fin
du mois de septembre, c'est terrifiant. On ne va pas les laisser en emploi de livreurs de pizza. Il faut quand même leur trouver des boulots à faire. Et ça, je pense que c'est un défi énorme. Énorme. Et j'ajoute que dans tous les domaines qu'on a cités, et on a terminé par la médecine, c'est qu'il faut mettre dans les études de médecine autre chose que de la physiologie, de la pathologie, etc. Il faut mettre de l'intelligence artificielle, car ils vont en avoir besoin. Et on voit ces médecins, et j'en vois beaucoup, qui sont complètement perdus devant des simples ordinateurs, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais pas appris à s'en servir correctement ou à se servir des progrès qu'il va y avoir. Voilà, ça c'est un domaine qui est encore en friche. Bien, messieurs et madame Arayama, merci d'avoir participé à ce débat. Il est 10h, on doit rendre les studios dès maintenant. Donc, merci beaucoup et puis continuez bien à écouter les rencontres d'Aix 20e anniversaire. Oui, et ça continue.